Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures et comme hier, comme avant-hier et comme demain, nous continuons à recevoir les nouveaux maires, ceux qui ont quelque chose à dire aujourd'hui. Ce sera Jean-Philippe Courtois, le nouveau maire de Capesterre-Belle-Eau. Bonjour. Bonjour, je suis Antonis. Un peu plus tard, nous irons faire un petit tour en Haïti. La situation est particulièrement compliquée. Les gangs sont revenus dans la rue et demandent, ils ont créé ce qu'on appelle un G9 avec Lovely Nouma, notre correspondante en Haïti. À Port-au-Prince, on fera un peu le point. Un peu plus tard, Thierry Petit-Lebrun de PLB Édition nous parlera de cette manifestation organisée par les architectes à la maison d'architecture pendant une journée demain. Ils seront ensemble aussi autour de la bande dessinée. Et puis comme chaque mercredi, ce sera la chronique culturelle de Martine Fazer. Sinon, dans la rue, avec le micro-trottoir, on saura Augustin part ou partira pas. On a posé la question aux Guadeloupéens dans la rue, savoir un peu leur réaction. L'UHTR hier était en assemblée générale devant la Creole Beach parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe en ce moment du point de vue syndical, du point de vue des travailleurs. Et puis, nous ferons le point sur l'association l'association, je disais, des restaurateurs. Voilà un peu le sommaire de cette émission. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct de C10 FM, mais aussi de RHT. Si vous êtes à la radio, vous pouvez nous écouter. On salue nos téléspectateurs de Guadeloupe, de Martinique, de France et même jusqu'à la Réunion. Je vous l'ai dit, Jean-Philippe Courtois a été élu triomphalement. Il y a déjà, ça va faire peut-être plus d'une semaine, à Capesterre-Belle-Eau. Il a enfin fini avec les 25 ans, un quart de siècle de monsieur l'ancien maire, déjà on peut l'appeler déjà l'ancien maire, le docteur qui était en tête de cette commune depuis 25 ans et ça avait un peu trop duré. Jean-Philippe Courtois, merci d'être avec nous. Alors, sitôt arrivé à Capesterre, on m'a dit que vous avez fait le tour de la commune. Vous avez fait un petit tour. Oui, c'est l'objectif qu'on s'était donné, puisque cela fait partie aussi des engagements qu'on a pris vis-à-vis de la population, de demeurer des élus de terrain. Oui. Et nous avons là aussi donc déjà des dossiers importants. Il faut pouvoir préparer la rentrée. Il y a actuellement la classe pendant les vacances. Donc nous avons souhaité lancer sur ce lundi donc, cette première visite, la cantine scolaire, puisqu'il y a des travaux importants à faire donc, en son sein. Il y a aussi donc, des doléances qui ont été faites donc, par le personnel donc, pour nous, pour pouvoir avancer quelque peu sur ce dossier qui s'impose, hein, puisque la rentrée, c'est déjà demain. Nous avons aussi donc, poursuivi par la visite donc, dans l'école maternelle de Sarlasson, qui se prépare donc, à accueillir une nouvelle classe en septembre, donc, avec des travaux, de l'aménagement, de la sécurisation autour du site. Et nous avons bien entendu terminé par un dossier brûlant à Capesterre, la déchetterie, qui pour nous aujourd'hui ne répond plus donc au cahier des charges qui avait été posé, puisqu'il s'agit maintenant d'une décharge quasiment à ciel ouvert. Donc il faut pouvoir la rénover, il faut pouvoir donner aussi des conditions de travail qui soient acceptables donc, aux agents qui sont sur site, mais il faut surtout permettre à la population qui vit autour de pouvoir retrouver une certaine quiétude et surtout une certaine sécurité. Puisque la veille de notre passage, il y avait un nouvel incendie sur lieu. Alors, on va revenir un peu sur votre élection, puisqu'on a une petite vidéo de cette investiture annoncée par Joël Bourgeon. Alors, il y a une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux, vous le savez. On vous voit à 10 ans avec Joël Bourgeon, vous étiez encore à l'école à l'époque, et aussi vous étiez maire junior. À cette époque-là, dites-moi sincèrement, vous pensiez déjà à l'élection ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment ma première approche sur la politique, mais du regard de l'enfant. C'est sûr que ça a marqué mon enfance, mais pour moi, ça s'arrêtait là. Oui. Et c'est au fil des choses, je suis entré dans le monde associatif, j'ai été confronté à un certain nombre de difficultés pour mettre en place des projets. Et c'est à partir de cela que j'ai décidé de passer le cap. Et ce qui fait que je me suis engagé pour pouvoir mettre en place des projets. Alors, on regarde un peu cette petite vidéo. J'espère qu'elle est visible, oui. Le temps a eu une majorité absolue de 22 voix. Il y a eu 8 bulletins blancs et 2 nuls. Monsieur Jean-Philippe Courtois est élu maire de Capesterre-Belle-Eau. Ouais. Voilà, c'était donc ce moment, on peut dire ce moment historique maintenant. Oui, tout à fait. Historique, je dirais pour la population, puisqu'il s'agit aujourd'hui pour nous donc, de l'inscrire sur une nouvelle gouvernance, ce projet de ville nouvelle. Donc,
pour nous, il s'agit maintenant vraiment de tourner cette page pour pouvoir faire Capesterre pénétrer ce 21e siècle. Et nous souhaitons qu'au-delà de ce moment de liesse, que ce soit surtout un moment de réalisation dans le cadre de leur quotidien. Alors vous savez que Jean-Philippe Courtois, que beaucoup d'observateurs politiques, journalistes, comme moi et comme d'autres, ont été très surpris de votre réélection au deuxième tour, compte tenu de ce qui s'était passé au premier tour. Alors j'ai envie de vous poser la question, comment vous avez construit cette victoire ? Ou cette campagne, ou les deux? Comment on a construit cette victoire? Je dirais déjà sur deux aspects. C'est-à-dire que nous avions préparé le deuxième tour dès le mois de janvier. Oui. Nous nous étions attelés donc à rencontrer l'ensemble des candidats de l'opposition à Capesterre, leur expliquant que même si nous n'avions pas trouvé un accord sur la tête de liste, mais qu'il fallait que nous puissions prendre nos responsabilités. Il y a une triangulaire, on va faire fi de cette étape, mais il faut dire que l'ensemble des colistiers présents sur ces listes d'opposition sont venus spontanément nous porter leur contribution. D'où la phrase dans mon discours où j'ai tenu vraiment à les saluer. Et il faudra plus particulièrement avoir une pensée pour M. Silvio Soupin, M. René Maurice Péroumal, qui eux se sont engagés fortement alors qu'ils étaient encore candidats sur une liste présente lors de ce deuxième tour. Donc c'est ce qui a fait, on va dire déjà dans un premier temps. Et après, dans le second, nous avons voulu une campagne qui soit vraiment de proximité. Oui. Nous n'avons pas fait de conférence sur le deuxième tour, donc des prises de parole itinérantes pour pouvoir quand même toucher et informer de notre présence dans les quartiers, mais c'était des porte-à-porte de 8h à midi et de 14h30 jusqu'à quelquefois 21h. Voilà, c'était vraiment ça pour pouvoir expliquer notre orientation et démontrer à la population que nous étions prêts. Une petite question pour vous piquer comme ça. Quand vous quittez, alors on va le dire, vous déchouquez un maire qui a duré 25 ans. Vous êtes parti pour 25 ans? Sincèrement, j'espère que non. J'espère que non, parce que je crois aussi le démontrer dans le management qu'on met en place actuellement. Déléguer à mon équipe, c'est vraiment l'objectif. Je l'ai dit, je n'ai pas pour vocation non plus à cumuler les responsabilités. Donc j'espère que d'ici quelques années, pouvoir être appelé à d'autres responsabilités s'il le faut et pouvoir démontrer à la population que c'est une équipe qu'elle a portée à la tête de la commune. Puisqu'il est sûr qu'aujourd'hui, j'ai émis le souhait donc, de quitter le conseil régional pour pouvoir me concentrer sur Capesterre-Belle-Eau. Oui, parce que je dois rester aussi dans le droit fil du discours que j'ai toujours tenu, celui du non-cumul pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Donc, me concentrer, me consacrer à Capesterre-Belle-Eau pour pouvoir réussir cette ville nouvelle. Et j'espère sincèrement avoir réussi cette ville avec sa population en moins de 25 ans. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés à Capesterre, on venait de les citer, et c'est une ville qui a connu, on l'appelait Capesterre-la-Vaillante, c'est une ville qui a connu l'usine, etc., etc. Et aujourd'hui, depuis quelques années, avec les déviations, les commerçants ont beaucoup souffert de ce qui se passe. Comment redynamiser Capesterre? Redynamiser Capesterre, déjà, cela ne sera possible qu'avec les Capestériens. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place ces dispositifs avec plus de démocratie, la mise en place du conseil municipal des quartiers, dont on verra donc la mise en place au mois de septembre, afin de pouvoir être dans la co-construction, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs associatifs, la population elle-même dans sa globalité puisse nous faire un certain nombre de doléances que nous allons traduire en action au sein du conseil municipal. Après, il nous faut ces relais, et c'est pour cela que je le dis qu'aujourd'hui, je tends à déléguer un maximum de responsabilités au sein de mon équipe afin que nous soyons présents et surtout efficace un maximum d'espace, que ce soit au niveau de l'agglo ou au niveau du conseil régional demain. Il faut aussi que nous puissions profiter de ces relais. Aujourd'hui, nous avons cette proximité avec la majorité régionale qui doit pouvoir nous accompagner donc, sur un certain nombre de projets importants et surtout urgents. Il faut que nous puissions aussi profiter donc, de notre proximité, puisqu'au sein de Guadeloupe Unie, sur des responsables, nous avons des parlementaires pour pouvoir faire ces relais au niveau des dispositifs d'État. Donc aujourd'hui, il faut que nous puissions donner de la visibilité, donner de la consistance aux politiques publiques mises en place à Capesterre-Belle-Eau. Je me souviens il y a quelques années, quand Joël Bourgeon avait pris les rênes de cette commune, la commune était dans le rouge à l'époque. Quelle est la situation financière aujourd'hui? Aujourd'hui, malheureusement, elle n'est toujours pas beaucoup plus glorieuse, puisqu'il s'agit donc de prêts qui ont été étalés dans le temps, ce qui fait que la capacité de désendettement de la ville est à quasiment 33 années. Il va falloir que nous puissions aussi donc, régler les attentes au niveau donc, du personnel qui a émis donc, son droit le plus fondamental que de respecter son avancement au niveau donc, des carrières. Donc, ce qui fait que là aussi, c'est un point important du budget qui
qui est grévé. Et il faut, en contrepartie, que nous puissions quand même continuer à construire ce territoire, le développer. Donc il va falloir que nous ayons une vraie visibilité sur la recherche donc, de nouvelles recettes. Nous allons travailler donc sur un plan d'aménagement du territoire avec du logement moyen pour attirer plus de population et surtout celles et ceux qui ont la possibilité donc de participer à l'effort de l'impôt. Il va falloir que nous puissions aussi donc nous positionner résolument sur la recherche de fonds européens puisqu'aujourd'hui la ville n'a pas suffisamment donc pu abonder sur ce type de projet puisque le personnel n'a pas été suffisamment valorisé non plus au travers donc de cette mission. Il va falloir que nous puissions aussi avoir une visibilité sur notre territoire. Capesterre-Belle-Eau qui abrite, par exemple, les chutes du Carbet, l'entrée est à 2,50 € et la ville qui met à disposition les routes, les infrastructures premières, mais qui n'a aucun retour sur cette caisse. Donc il faudra que nous ayons aussi un échange avec le parc de manière à retrouver un équilibre au travers donc, de cette répartition. Alors vous imaginez bien sûr que tous vos concitoyens vous attendent sur la question de l'eau. Parce qu'il est anormal qu'à Capesterre-Belle-Eau, que souvent dans les hauteurs de Capesterre, l'eau devienne une denrée rare. Je sais que la région s'est beaucoup investie là-dessus les derniers mois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de dire que la question de l'eau à Capesterre pourrait être résolue, non pas dans un mois ni dans 2 mois, mais au cours de votre mandature? Au travers du schéma qui a été proposé par le président de région sur Capesterre, nous avons aujourd'hui de grandes certitudes, puisque les canalisations principales sont en cours donc, de rénovation. Il y a 3 citernes qui vont être construites sur le territoire, donc de manière à pouvoir offrir ce liquide vital aux populations qui aujourd'hui, quelquefois, peuvent rester des mois sans avoir une goutte d'eau dans le robinet. Il faudra aussi qu'au niveau donc, de l'agglomération, que les conseillers communautaires que nous sommes aujourd'hui, que nous puissions donc agir pour mettre en place ce syndicat unique de l'eau rapidement, qui nous permettra de faire des économies d'échelle, mais aussi l'assainissement dont on ne parle pas, qui est vraiment une plaie, que ce soit sur le plan écologique, sanitaire, puisque si nous voulons vendre Capesterre-Belle-Eau, territoire à vocation touristique, il faut que nous puissions offrir des plans d'eau, que ce soit les rivières ou la mer, avec une haute qualité au niveau de ces plans de baignade. Et bien entendu, parler de l'eau, c'est aussi parler de la problématique donc, de la facturation, où je le redis, ce sont les propos que nous avons tenus pendant toute la campagne. Nous ne pouvons pas tolérer aujourd'hui qu'il y ait une injonction à payer des factures pour une population qui n'a pas une eau en quantité et en qualité dans les robinets. Il va falloir que nous puissions peser de notre poids pour pouvoir agir sur ce schéma, faire les travaux, nous assurer que nous, en qualité de fermier, que nous proposions une prestation qui soit de qualité, et seulement là, après avoir gagné la confiance de l'usager, nous pourrons passer à une quelconque facturation. Alors ça, vous le savez sûrement, puisque vous êtes un jeune élu, il y a eu beaucoup de problèmes de violence à Capesterre. Entre autres, même des tués d'ailleurs à Capesterre récemment encore. Mais il y a un lieu emblématique de Capesterre qui est tombé totalement désuétude sur le parc de Capesterre Park. Quel va être, j'ai envie de dire, l'avenir de ce parc qui est vraiment devenu quelque chose d'infréquentable? Pour répondre déjà sur la première partie de votre question, donc c'est une action que j'avais déjà lancée en ma qualité donc, de conseiller régional, président de l'école de la deuxième chance. Une antenne de l'école pour pouvoir rompre avec cette déshérence de notre jeunesse. Ce sont plus de 500 jeunes qui ont été donc, accompagnés sur ces 3 dernières années. Nous avons permis de se former. Beaucoup d'entre eux ont trouvé des sorties vers et dans l'emploi. Nous allons renforcer le dispositif avec la mise en place d'une maison de la jeunesse qui, en son sein, devrait permettre... Maison de la jeunesse, oui. Qui devrait permettre aujourd'hui une montée en puissance au-delà de l'école à deuxième chance, l'arrivée de Guadeloupe Formation, de la Cité des Métiers. Nous devons, d'ici quelques semaines, signer une convention avec la Chambre des métiers pour qu'il y ait aussi une antenne à Capesterre pour pouvoir accompagner les porteurs de projets. Donc, il faut créer les conditions aujourd'hui pour que la jeunesse capestérienne soit encadrée, soit accompagnée. Et bien entendu, le parc Paul-Lacavé, c'est aussi un projet que j'avais soumis à l'ancienne majorité municipale dans le cadre d'un chantier école pour pouvoir rénover, réhabiliter le site, le fleurir, l'embellir et l'entretenir. Oui. Voilà, puisqu'il s'agit quand même d'un des rares parcs que nous avons encore dans nos villes. Oui. Et il faut vraiment que nous puissions lui redonner son éclat. Par contre, à l'actif de l'ancien maire, on a remarqué depuis quelques années, il y avait une activité culturelle assez soutenue, peinture, poésie, etc., à l'occasion de la fête patronale, mais en dehors même des moments à ce niveau-là.
Je sais que l'OMC, le CAPESTER, a eu beaucoup de difficultés aussi à se relancer. Sur le plan culturel, comment voyez-vous un petit peu le développement de la vie capestérienne? Sur le plan culturel, il est certain que nous allons devoir conserver ce qui fonctionne. Mais nous allons devoir aussi y poser quelque peu notre orientation. Déjà, sur le plan administratif. Nous souhaitons donc la réouverture de l'OMCS. Pourquoi? Parce que c'est une structure de droit et qui permet aussi donc de lever un certain nombre de financements, que ce soit d'État ou pouvoir se positionner sur des prestations publiques-privées de façon beaucoup plus simple en termes de suivi administratif. Donc nous allons déjà travailler sur cette réorganisation. Nous devrons aussi créer des conditions pour que la culture à Capesterre soit vraiment un vecteur de cohésion, donc la porter au sein des quartiers, et un vecteur économique. Car nous constatons qu'il y a une programmation qui a été faite qui se résumait quelque peu à abonder sur les fonds publics, les fonds de la collectivité pour mettre en place des animations. Or, ce que nous voulons derrière, c'est que nous puissions, au travers donc, de ce schéma de la Maison de la Jeunesse, mettre en place des formations pour permettre à nos jeunes de pouvoir se positionner sur les métiers de la culture, que nous puissions aussi créer des conditions pour que la culture soit un vecteur d'attractivité sur Capesterre-Belle-Eau. Faire en sorte que le touriste, quand il vient visiter la Guadeloupe, qu'il sache qu'il y a des activités spécifiques autour de la Cassavrie, autour du Temple hindou, autour du Pitacoque, autour en fait de tous ces sites majeurs déjà connus qui permettraient là aussi de mettre en avant un savoir-faire artistique, un savoir-faire culturel, mais surtout qui permettrait de donner de l'emploi. Donc ça signifie qu'un office du tourisme capestérien va renaître ou va être mis en valeur? Ce que nous souhaitons et que nous avons présenté dans le cadre du programme, c'est que Capesterre-Belle-Eau puisse obtenir le label ville touristique. C'est-à-dire une montée en gamme de nos infrastructures, une montée en gamme des prestations aussi proposées que tant à la population qu'à nos visiteurs, afin que nous puissions déjà nous singulariser sur le Sud-Basse-Terre, mais surtout faire en sorte que, machinalement, au lieu de vouloir vous divertir en allant en direction, on va dire, donc, de ces stations balnéaires, Sainte-Anne, Saint-François, que vous veniez à Capesterre, parce que nous avons cette ouverture mer-montagne, mais aussi nous pourrons apporter une plus-value au travers donc, de ces aspects. Alors, deux petites questions sur l'actualité. Philippe Gustin est en départ, enfin, il va partir. Vous allez le regretter comme préfet. Beaucoup d'élus pendant toute sa mandature, enfin les 3-4 années qu'il a passées ici, on dit qu'il était un petit peu trop dur, il exigeait trop, etc., etc. Comment avez-vous vu un petit peu son passage en Guadeloupe? Je vous dirais que je ne serais peut-être pas dans le même sens que la grande majorité dont vous parlez. Je pense que c'est déjà un préfet qui va marquer l'histoire. Parce que jamais nous n'aurons eu un préfet aussi actif, aussi présent dans le quotidien. Je crois qu'il était plus souvent Canal 10 que nous autres. Oui, ça c'est clair. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est ici qu'on a annoncé son départ. Il l'a un petit peu contesté, mais en fait, on savait depuis longtemps qu'il devait partir. Oui. Non, mais c'est dire que quand même, il aura su montrer la direction, l'impulsion de la voix de l'État sur des dossiers importants. L'eau, qui aujourd'hui fait qu'on a su... peut-être aller beaucoup plus vite que ce que certains auraient voulu sur ce syndicat unique, les problèmes que ce soit sur la sécurité. En gros, ça aurait été un préfet présent dans le quotidien, après à chacun au travers du positionnement qu'il a. Un préfet, pas un gouverneur, comme on disait. Pas un gouverneur. Je crois qu'il y a un moment, c'est comme tout. Il y a des lois qui s'imposent, il y a aussi des devoirs qui doivent naître et qu'il aura peut-être avec un peu moins de diplomatie, fait passer le message qui fait qu'aujourd'hui, nous avons aussi peut-être cette grande modification de l'échiquier politique qui a vu le jour au soir de ce deuxième tour des élections municipales. Alors, avant-dernière question, très rapidement, pas Cap-Excellence, la CSBT, la présidence, ça vous intéresse vraiment? Alors, on me dit que d'un côté, le maire de Saint-Côme est intéressé, le maire de Bouillante se serait déjà entretenu, semble-t-il, avec vous, avec d'autres maires. Qui va prendre cette présidence? Personnellement, je ne serai pas candidat à la présidence. Non, puisque c'est aussi un engagement que j'ai pris vis-à-vis des Capestériens. Je souhaite réussir Capesterre-Belle-Eau, cette ville nouvelle, nous concentrer sur le territoire. Il est certain que nous allons créer les conditions pour avoir une place aussi importante au sein de Vous avez combien, 11 voix, c'est ça? Nous avons 11 voix, tout à fait. Et tout le monde est d'accord pour... c'est la main tendue qui a été lancée donc, à l'ensemble des conseillers communautaires lors de l'investiture, que nous puissions aller à Basse-Terre pour pouvoir défendre et porter surtout une même voix
celle des Capestériens. Il faudra que nous soyons dans un projet communautaire co-construit, mais surtout qui garantisse les intérêts de Capesterre-Belle-Eau. Et je crois que ce soir, ici, il y a un candidat qui, à mon avis, donc Abély pour vous, sur le moment pour des garanties, serait Thierry Abély. Oui. Thierry Abély. Alors, dernière chose, deux petits mots quand même sur le changement de gouvernance en France. Ministère de la Culture, ministère de l'Intérieur et puis le Premier ministre qui sera en Guyane d'ailleurs ce week-end. Je crois qu'il était indispensable aujourd'hui pour le président de la République de donner un second souffle à sa mandature, puisque entre les gilets jaunes et le temps mort qui a été imposé donc, par la crise sanitaire du coronavirus, il fallait donc donner une nouvelle impulsion. La seule chose que nous osons espérer, c'est que cette équipe sera un peu plus à l'écoute des élus locaux, puisque nous sommes quand même les premiers relais de la population. Donc il faudra vraiment créer ce lien. J'ose espérer aussi que Sébastien Lecornu, qui connaît bien la Guadeloupe, qui connaît bien les Antilles, qui connaît aussi très bien la problématique de l'eau, puisque c'était déjà dans son portefeuille, qu'il pourra être un partenaire de choix pour nous permettre de régler assez rapidement ces grands dossiers qui n'ont que trop duré. Le fait que le GIEC ait remporté à peu près au total près d'une dizaine de communes, ça donne des ailes à monsieur le maire de Petit-Bourg pour vouloir accéder à la région. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question qui se pose. Hein. Là, c'est une question piège que vous voulez me poser. Même pas, non, je pose une question toute naturelle. Est-ce que c'est normal que l'OSBAO, peut-être, parce que sur cette question, il n'a pas été clair tous ces jours-ci. Là, je vous laisserai lui reposer la question. Je lui ai déjà posé la question, il m'a répondu il y a 2 ans. Je l'ai entendu sur une radio concurrente encore, il y a 2 ou 3 jours, dire qu'il attendait le résultat des municipales. Il a le résultat des municipales, il sait que son parti pèse. J'ai vu que M. Lurel lui tend aussi la main. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour le GIEC ou pour Chalus? Sincèrement, je ne porterai pas d'analyse. La seule réponse vraie que je pourrais vous poser, c'est celle que Guy Losbar, comme de coutume, sera là où les Guadeloupéens l'attendent de manière à pouvoir porter les C'est ce qu'on appelle de la langue de bois. Hein? Oui, tout à fait, je confirme. En tout cas, je vous remercie, Jean-Philippe Courtois, d'être venu. Nous remercie d'être venu à cette antenne. Vous savez que vous êtes écouté sur RHT en ce moment? Merci beaucoup, merci aux auditeurs de Capesterre. Oui, tout à fait, beaucoup. Et je profite pour saluer donc M. Morcier Cornélie, qui est un ami de longue date, avec qui nous avons eu l'occasion de travailler et qui aujourd'hui devra participer avec nous à cette construction donc, de ce projet, puisque donner de la visibilité à Capesterre, c'est aussi travailler avec le génie capestérien. Son média pour pouvoir aussi mettre en avant les atouts de notre territoire. Il y a eu un média à Capesterre qui a disparu. Et il en reste un, donc... il faut le soutenir et l'accompagner. On le sait, en tout cas, c'est notre partenaire qu'on salue aussi tous les jours ici en direct. Il est pratiquement 12h58, on prend notre première pause, et puis on se retrouve tout à l'heure, on partira en direction d'Haïti, mais avant de faire un tour sur l'actualité en Guadeloupe. À tout de suite. Et bonne chance, hein, monsieur Courtois. Merci beaucoup. Hey. Voilà, il est 13h11 dans le ZCL, retour sur le plateau. On profite pour saluer Thierry Petit-Lemoine, bonjour. Bonjour. Éditeur de PLB Édition, avec ses ouvrages qui sont là. Nous aurons l'occasion dans un instant de parler de cette journée autour de la bande dessinée organisée par la Maison de l'Architecture. Ce sera demain. Mais avant, on va faire un petit tour dans l'actualité. L'actualité, c'est le départ, entre guillemets, point d'interrogation du préfet, celui qu'on nous met le gouverneur, Philippe Gustin, dans la rue micro-trottoir, savoir ce que pensent les Guadeloupéens de ce départ. C'est désolant qu'il part, parce que moi j'ai dit qu'il faisait un peu de tout pour tout le monde. Alors, c'est vrai que par rapport à la situation médiatique en fait, qu'il y a eu en fait, un petit peu par rapport à lui, un petit peu par rapport au confinement et déconfinement, il nous faut effectivement un préfet, mais qui ne soit pas trop militaire, trop carré, puisque nous restons quand même des humains. Et là, on sent que notre préfet, M. Philippe Gustin, malheureusement, il était venu pour la guerre et je pense qu'en Guadeloupe, on n'avait pas besoin de cela. Il faut savoir que ce sont des personnes qui oublient carrément qu'ils sont juste de passage. Je dirais qu'il a fait le nécessaire. Il a fait ce qu'il fallait faire et je ne savais même pas qu'il partait. Heureusement quand même qu'il a anticipé concernant le confinement. Parce que sinon, il y aurait plus de coronavirus ici. Ah, bon voyage. Bon départ, bon débarras. Parce qu'il était qu'à Samsouin. Tu connais, on avait donc, après la guerre, pendant la guerre, il y avait un gouverneur qui s'appelait Souin.
Et serein, c'est un mot grade. Fait moun manger roche, ouais, un petit peu trop dur, ouais. La vie marche avec douceur. C'est pas avec l'autorité que ça marche, c'est pas avec le fouet que ça marche, ok? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux par le biais de le Canal 10. J'ai vu qu'il quittait le département, je crois que c'est demain. Personnellement, pour moi, ça ne changera pas grand-chose qu'il porte, qu'il reste, parce que quand ce soit lui ou ce soit un autre, ce sera toujours la même chose. Simplement, j'espère qu'on aura un nouveau préfet ici qui soit noir. Donc c'est ça ma pensée. J'espère que ce sera un préfet antillais, guadeloupéen, pour pouvoir travailler directement pour nous. Bah, peut-être qu'il est temps pour lui de partir, je suppose. Il a eu de bonnes actions quand même, mais de mauvaises aussi. Au moment des confinements, il a pris des décisions qui n'étaient pas vraiment en accord avec les autres élus. Il décidait de ce qu'il voulait. Alors, Vous savez, bon, M. Gustin, je le vois à la télé, je ne le connais pas vraiment. Mais vous dire qu'il s'en a eu, qu'il reste, bon, c'est un préfet à faire ce travail. Après, bon, enfin, j'ai entendu, comment j'ai entendu, j'ai vu certaines petites choses. Bon, il y a des choses qui n'étaient pas bien, qui étaient aussi bien. Mais après, bon, un préfet, il reste un préfet. Comme on dit, l'esprit reste à la loi, hein. Il faut rappeler que dans le dernier sondage de Calistat, l'action du préfet a été validée à plus de 62%, 66% exactement. Donc, c'est un micro-trottoir, bien sûr, il ne s'agit pas d'un vote. On va partir tout de suite en Haïti, où la situation était un peu particulière, puisque depuis hier, les gangs de bandits armés étaient descendus dans la rue. Lovely Numa est avec nous en direct de Port-au-Prince. Lovely, bonjour. Bonjour Dani, bonjour Madame, Monsieur et bonsoir à tous les panélistes. Alors, que s'est-il passé exactement hier dans les rues de Port-au-Prince? Dani, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que depuis environ 2 ans, il y a un phénomène d'insécurité et grandissante où des gangs armés font la loi, ils s'occupent des quartiers populaires et communément appelés quartiers défavorisés. Et depuis la fin du mois de juin, plusieurs groupes armés, dont BAL 5 secondes, BAL 10K, Grand Ravine, Delmassif, se sont fédérés sous prétexte qu'ils veulent faire venir la paix dans les quartiers populaires. Alors, cette fédération de gangs armés, dénommée G9 et alliés, ont organisé hier mardi 17 juin une marche avec armes à la main dans la 3e circonscription de Port-au-Prince, située à l'entrée sud de la capitale, pour exiger à l'État haïtien d'assainir les quartiers défavorisés, car disent-ils qu'ils ne vont pas faire la paix sur les patras. Bien, alors, Lovely, on va voir des images tout à l'heure que vous nous avez envoyées. Ces gangs armés, ils sont très nombreux, lourdement armés à Port-au-Prince? Justement, il y en a beaucoup. Oui. Et je crois qu'on avait recensé une centaine de gangs armés à travers le pays. Et maintenant, il y en a qui se sont fédérés. Oui. Et sous prétexte qu'ils veulent faire régner la paix dans les quartiers. Mais alors, ils ont créé ce que ils appellent un G9. Quel est l'objectif de ce G9? Bon, c'est pour faire régner la paix. Oui. Dans les quartiers populaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais alors, comment a réagi la police gouvernementale hier à Port-au-Prince? Mais non, il n'y avait pas de policiers sur les lieux. Les hommes étaient lourdement armés et les matériels qu'ils ont eu, la police ne possède pas ces genres de matériel. Donc, ils ont beaucoup tiré dans l'air. Se sont accompagnés de bon nombre des membres de la population. Ils se sont rendus aussi au village de Dieu Alors hier, c'était le groupe de villageois de toujours dans la 3e circonscription et Grand Ravine à Mortifiant. Alors, parce qu'il y a quelques semaines, ces mêmes bandits armés avaient bloqué les sorties de Port-au-Prince. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Maintenant, ils veulent des travaux d'assainissement dans les quartiers. Oui. Parce qu'ordinairement, quand l'État dit qu'ils vont assainir telle ou telle zone, ce sont les gangs armés qui ont le contrôle de cette section d'assainissement
c'est eux qui ont de l'argent, c'est eux qui regroupent des gens pour faire les travaux d'assainissement, etc. Donc là, ils veulent avoir de l'argent. Oui. Sans travailler? Bon, ils prétendent travailler de toute façon parce qu'ils vont assainir les zones, ils vont ramasser les ordures, balayer, je ne sais pas, faire des travaux, tous les travaux qui concernent l'assainissement. D'accord. Alors, une dernière question, Lovely. Le gouvernement du président Moïse Jovenel, comment il a réagi suite à cette descente des gangs à Port-au-Prince? Jusqu'à cette présente minute, oui. Je ne suis pas au courant que les membres du gouvernement ont une réaction quelconque. Ah bon? Jusqu'à cette présente minute. Je ne sais pas pour plus tard, mais jusqu'à cette présente minute où je vous parle, rien n'est encore dit, rien n'est encore fait. Est-ce qu'il y a eu des blessés ou des morts suite à cet incident hier? Non. Parce que selon ce qu'on peut voir sur les vidéos, qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, et les membres de la population qui habitent avec eux dans les quartiers populaires, c'est comme s'ils organisaient une fête. D'accord. Bien. À la fin de la vidéo qui est sur YouTube, vous allez constater qu'ils ont terminé la marche au bord de la mer, à Village de Dieu. Bien. Lovely, on vous remercie depuis Port-au-Prince de nous avoir donné ces informations en espérant que les choses vont s'arranger à Port-au-Prince. Alors, on revient à la Guadeloupe et je reviens avec Thierry Petit-Lebrun, qui est éditeur de PLB Édition. Il a devant lui un certain nombre d'ouvrages édités depuis un certain nombre d'années. Avant même de parler de la manifestation de demain, comment se porte la BD en Guadeloupe aujourd'hui, Thierry? La BD post-Covid ou la BD en général? Alors, en général, après post-Covid, on verra, parce qu'il y aura du post-Covid, c'est clair. Non, la BD en général se porte en promesse. Oui. C'est-à-dire que c'est un genre qui débute quand même. Qui débute, vers lequel s'orientent de jeunes dessinateurs, de jeunes scénaristes, mais qui encore pour le moment n'est même pas en adolescence. Oui. On est dans le début, je dirais, d'une bande dessinée franco-caribéenne et qui pour le moment, en tant qu'éditeur, nous n'avons pas beaucoup d'auteurs qui viennent frapper à notre porte avec des projets qui tiennent la route. Est-ce qu'il y a un marché? Oui, il y a un marché. Je pense qu'il y a un vrai marché. Je pense qu'il y a eu... quand je dis le marché, c'est-à-dire il y a des lecteurs, il y a des gens passionnés de bande dessinée. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Mais au contraire, c'est un secteur culturel qui touche aussi bien les gens qui ont 80 jusqu'à ceux qui lisent les mangas. Absolument. Donc en fait, c'est un marché très porteur. Sur le plan national, le marché du manga a supplanté le marché de la bande dessinée traditionnelle en termes de chiffre d'affaires. Et chez nous, on a des univers caribéens, tant le fantastique, tant la série policière, tant peut-être la science-fiction. Il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui ont des échanges plein de promesses, mais pour le moment, on n'a pas encore de genre qui s'établissent avec des auteurs qui sont là, quoi. D'accord. Et en fait, une bande dessinée, c'est aussi une histoire. Donc, il faut des gens qui écrivent. D'abord une histoire, c'est des gens qui écrivent. Donc, en fait, pour revenir à l'actualité qui m'amène aujourd'hui devant les téléspectateurs de Canal 10, donc moi, je suis Thierry Petit-Lebrun, PLB Édition. Ça fait 23 ans que notre maison d'édition existe. Et demain, en partenariat avec la Maison de l'Architecture de la Guadeloupe, MAG, qui organise un café littéraire, un dom-tom, comme ils l'ont baptisé,
Donc ça se passe demain à 18h30 sur la zone de Jarry, à Ewa. C'est derrière la Palette, par là. C'est tout à côté de la maison Café Papier. Voilà, à côté de Café Papier. Et en fait, ils ont invité un de nos auteurs, qui actuellement est canadien. Michael, qui, dont vous voyez les 4 tomes, en fait. Voilà, les 3 visuels en français et le visuel en créole qu'on a fait, qui sont là. Et Michael est l'invité principal parce que après le passage Antilles qu'il a fait, puisqu'il a vécu quand même 4-5 ans, 5 ans sur la Caraïbe française, et c'est là que nous l'avons rencontré, et qu'il est auteur, scénariste et dessinateur. Et il a été ensuite approché par la maison Glénat, puis d'Argo, pour lesquels il travaille maintenant, et il a fait il est en train de finir le 4e tome, mais une série de 4 ouvrages sur New York et soit le monde des bâtisseurs de gratte-ciel, soit le monde des cireurs de chaussures. Donc les 2 premiers tomes se passaient dans le monde des bâtisseurs de gratte-ciel. Les 2 tomes se passent dans le monde au ras du trottoir. Le premier, c'était en haut des gratte-ciel, et les deuxièmes, c'est au ras des trottoirs. Et Michael a une façon d'aborder la ville qui est un personnage de cette série-là. Comme d'ailleurs dans La Case Hurlante ou dans Le Flamboyant Bleu, le bourg, sa façon ces 2 styles différents qu'il présente dans la série adulte et la série jeunesse. Mais on aura l'occasion demain donc, de la voir en direct de Montréal via Zoom. Sur les réseaux sociaux, et puis les fans de BD sont invités soit à venir physiquement, avec les distances de rigueur qui sont prévues pour l'organisation de la MAG a fait le nécessaire. Et puis, concernant la diffusion en live sur les réseaux sociaux, les internautes pourront lui poser des questions, intervenir. Voilà. Alors, mais quand même, je suis obligé de vous poser la question. Quel rapport qu'il y a entre la BD et l'architecture? Eh bien, en fait, à travers Michael, qui est le choix, c'est-à-dire qu'il a une façon de présenter l'architecture dans ses histoires, tout à fait. Où les personnages évoluent, mais la part qu'il donne, notamment dans La Case Hurlante, par exemple, qui fait la couverture, la maison créole. Voilà, donc c'est une maison créole réinterprétée. Mais en fait, il a intégré aussi bien sur New York que sur notre univers caribéen ces dimensions architecturales qui en font presque un personnage. C'est-à-dire que la façon dont il intègre ça et la façon dont les personnages vivent dans les espaces de la maison créole ou dans les espaces de la rue de New York ou des buildings, voilà, ça donne une atmosphère, et donc dans la bande dessinée européenne notamment, il y a pas mal notamment François Schuiten. Schuiten, effectivement, qui a fait toute une série sur les villes européennes. Voilà, et donc en fait, il y a même Jacobs, l'architecture urbaine est très présente, ou égyptienne, ou enfin, voilà. Donc en fait, il y a pas mal de dessinateurs où l'architecture n'est pas qu'un décor. Ils ont une vraie démarche, une vraie démarche. Et en fait, pour nous, c'était intéressant que la Maison de l'Architecture retienne cet auteur-là, parce que effectivement, ça mettait en lumière un petit coup de projecteur sur aussi son travail sur les Antilles. Et puis voilà, quoi. Donc ça peut aussi inspirer d'autres personnes. Alors j'ai quand même envie de poser la question, puisque vous étiez venu présenter les opérations Sargasses. Alors la suite est en cours, ou bien on va passer au Covid? Alors la suite est tout à fait en cours. La suite est tout à fait en cours. On sera aussi là. Bien sûr, vous serez là demain. Didier Diroc, le dessinateur, sera là. On fera des signatures, des dédicaces s'il y a des gens qui veulent venir. Le tome est là. Le 2e tome, normalement, il est prévu en début d'année. Si voilà. Et sur le Covid, il y a des choses en l'air?
Sur le Covid, pour le À part moment, le microbe, je ne parle pas du microbe, il y a moi en quelque tant que chose. scénariste sur le Covid, non, je le digère. Oui, quand même. Je le digère économiquement en tant que chef d'entreprise. Mais oui, ça c'est évident. Voilà, et c'est pas facile parce que pour nos libraires comme pour beaucoup d'autres secteurs d'activité, voilà. Mais je pourrais dire qu'il y a quand même, en tant qu'éditeur local, de même manière qu'on essaye de faire en tant que consommateur tous les jours, de consommer local avec nos légumes et nos fruits et la pêche, etc. Je pense qu'il ne faut pas que les ultramarins antillais oublient qu'il y a des éditeurs qui ont besoin d'eux aussi pour vivre. Absolument. Et nous, on est spécialisé jeunesse, patrimoine, nature. Oui. Et donc, voilà. Donc, PLB survivra au Covid quand même? Ah ben, on se bat pour. Oui. On se bat pour. On a plein de projets, ça n'arrête pas les projets. Le nerf de la guerre étant la vente des livres chez les libraires. Alors, je pose la question, c'est la dernière. Est-ce que, parce qu'il y a eu beaucoup d'aides dont on a parlé, est-ce que pour les éditeurs comme vous, ces aides-là sont arrivées jusqu'à vous? Alors, nous, on a pu faire un prêt. Oui. PGE. Voilà, on a pu faire un PGE. On a pu avoir comment on appelle ça, chômage partiel. Oui. Voilà. Après, le reste maintenant. Le reste, il faut gérer, il faut vivre avec. Oui, oui. Il faut vivre avec. Ouais. Mais bon. Ça permet de réinventer aussi des choses. Je pense que c'est dans cette situation-là, autant nos comportements dans la vie de tous les jours se sont un peu modifiés, ben, on réinvente. Hein. Mais oui, seulement tout à l'heure, quelqu'un parlait de Saurin. En temps Saurin, les Guadeloupéens ont résisté, ont pu vivre, survivre même malgré les difficultés. Oui. Et c'est devenu même référentiel. Hein, oui, en fait... au temps de Saurin, la Guadeloupe était en autonomie de production. De production, de repas, de l'habillement, de chaussures. De carburant même. Les voitures marchaient à l'école, à l'école de Cannes à l'époque. Il ne faut pas oublier ça. Les voitures marchaient à l'éthanol déjà. Tout à fait. Donc on fabriquait le savon à base de coco. Les chaussures. Les chaussures étaient faites à partir de caoutchouc, mais ça fonctionnait. Mais c'était la période de la guerre. Oui. Donc c'était... Voilà, nous, même si M. Gustin part, il y a une part des choses qui fait des plaisirs à certains, mais en tant que consommateur et Guadeloupéen pour l'eau, je trouve qu'il a mis quelque chose... Il a pris des initiatives. Il a pris des initiatives qui ont permis d'avancer. Qui ne sont pas toutes négatives. En tout cas, rendez-vous demain, 18h30 à Iwag, à Jarry, avec Michael qui sera en Zoom et avec tous les amateurs de bande dessinée et les architectes qui sera dans le cadre de la journée. Tom Dom. 18h30, Tom oui. À Ewa, à Jarry. Voilà. À Jarry. Rendez-vous au Bénéfile. Thierry, on vous remercie d'être venu et puis on attendra la suite des opérations Sargasses avec impatience. Il est déjà 13h31. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec l'actualité, mais aussi avec Martine Fazer qui est aussi de retour à tout à l'heure. Voilà, 13h37. On va dans un instant revenir sur l'actualité, mais avant, il faut saluer Martine de retour. Bonjour Martine. Salut Danick. Bien bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs et puis bien sûr à tous ceux qui me suivent. On a plaisir à vous revoir Martine. Vous aviez disparu, mais vous savez où apparaître. Vous savez où apparaître. Toujours. C'est ça qui est bien. On revient à l'actualité. L'actualité, c'était cette conférence de presse tenue devant les locaux de la Creole Beach. C'était hier, ou par l'UHTR, l'Union des hôteliers travailleurs de la restauration de l'UGTG. Il s'agissait de protester contre les décisions qui ont été prises par le syndicat des hôteliers qui tient effectivement à essayer de relancer la machine, mais probablement pour relancer cette machine hôtelière dans un cadre post-Covid assez difficile. Est-ce qu'il faut sacrifier les travailleurs aussi, les salariés, et leur réduire leur paye comme ça a été dit? C'est la réponse à cette question qui a été posée et c'est l'UHTR qui en parle. On les regarde. Nous avons constaté que je dis là qu'ils ont déclaré nous la guerre. Quand nous faisons un tract, nous disons nous déclarons nous la guerre. Nous ne pouvons pas admettre que je dis là que nous avons des gourmets pour nous tenir en situation de travail dans l'hôtellerie. Dans la convention collective qui est la convention collective des hôtels de Guadeloupe. Et je dis là que nous, M. Vial Rollet, qui a décidé que par rapport à Covid-19, qu'il y a une difficulté. OK, ou en difficulté.
Parce que là où les choses ne marchent bien, ou pas gens de marcher bien, parce que depuis 2008, il n'y a pas de gens discuter avec nous. Là où on dit mon ça, un malheureux qui a travaillé. On va dire qu'on s'est pratiquement tout taquet qui était né. 13e mois. On va demander congé payé sans que on discute en veille. On va demander 6 jours de congé payé en 2021, 2022, 2023. On va geler les salaires. On va dire qu'on s'est travaillé 40 heures et on va payer 35 heures. Je dois considérer mon assez bitin. Je dois nous dire que c'est un mépris. Sans mépris et sans violence qu'aujourd'hui dans l'hôtellerie que M. a fait. Là, vous avez un représentant de fidélité, là, vous avez chiffré ça est capable, c'est qu'il est en base. Il est en base qu'ils savent qu'il a gagné. Alors, nous pouvons comprendre aujourd'hui que effectivement, l'hôtellerie a gagné en l'eau l'argent et surtout en cas de M. Vial-Colé, là, l'hôtel là a marché plus bien. La Toubana, en côté que, pas ni pondé délégué du personnel. Normalement, si c'était convoqué nous pour nous décider en protocole d'accord, il n'y a pas été là. Comme il n'y a pas été là, normalement, la loi a dit consacré pour le 31 décembre 2019, il y a été à jour, son croix qu'il y a 7 000 € d'amende. Là, nous avons demandé aussi à l'inspection du travail de condamner ces messieurs parce que ce sont des délirants. Tout le monde qui a travaillé tout le c'est le monde qui a travaillé moins 35 ans là. Pourquoi dire qu'on s'est pas même accord là? Pourquoi prendre la matière à congé payé? 13e mois pour ça. Et on va dire qu'on s'est si pas signé, on va licencier pour cause réelle et sérieuse. Et encore là, c'est M. Kabet nous là, c'est un accord de performance collective. Ça c'est un accord qui n'est pas propre, c'est M. qui essaie de mettre ça tout partout. Tout partout. Et c'est pour ça que nous avons dit la guerre déclarée. Autant dire que la situation risque d'être très tendue dans ce secteur dans les jours à venir, d'autant plus, je vous le dis, le tourisme en Guadeloupe en ce moment est très lié au transport aérien, pas ni avion, donc pas ni touristes, de moins en moins touristes à rentrer. Et donc, c'est l'hôtel-là. Bon, l'eau d'un yo pas encore ouvert, ou piqué ouvert, ou pépé pas ouvert, et donc la situation est particulièrement difficile, à la fois pour les hôteliers, à la fois pour les salariés. Vont-ils trouver un accord? Mais c'est ce qu'on souhaite en tout cas pour les jours qui viennent. Autre secteur qui a été aussi impacté par le Covid, ce secteur de la restauration, et il y avait une association, une assemblée générale des restaurateurs devant la caméra de Michel Héra. On regarde. L'objectif de ce groupement, c'est de se fédérer pour représenter une force commune face déjà aux difficultés, mais pour développer des stratégies d'achat, de négociation avec les fournisseurs, de négociation avec les banquiers. Vous avez dû voir ce soir, on a réuni tout du beau monde, mais toutes les personnes qui étaient invitées ce soir avaient quelque chose à voir avec notre profession. C'était des gens avec qui on allait parler, qu'on allait discuter et qui vont maintenant nous écouter parce que nous sommes ensemble. Encore merci Widi, un paquet qui permet que tous les restaurateurs rassemblés, ainsi que parrain nous, Jacob Levarier, qui sans hésiter dit oui, qu'il est parrain groupement là. La région est responsable du développement économique. Il est tout à fait normal que nous soyons présents aujourd'hui. Et M. Denis Céleste, qui est mon DGA économie, a décliné un peu les aides qui existent parce que c'est une association nouvellement créée, c'est une très très belle chose. Et je tiens à féliciter le président Oudi Naïnan avec tous les restaurateurs qui vont adhérer à cette association, car comme ils le disent, comme je le répète depuis des années, ensemble nous plus forts. Nous avons un cabinet conseil. Ça veut dire que nous n'avons pas l'intention de mettre personne à côté. Ceux qui ne sont pas forcément en règle, mais qui souhaitent le devenir, nos conseils vont les accompagner. L'idée, c'est que c'est un beau choix de choisir de faire le métier de restaurateur. Donc nous encourageons tout le monde à le faire et à continuer, parce que nous avons une belle mission, celle de vendre l'image de la Guadeloupe. Donc, voilà. On va faire une lettre au ministre, dans laquelle on va le solliciter face à la perte d'exploitation, auquel nous avons tous été... auxquels nous sommes tous concernés, et nous allons faire en sorte de faire des démarches auprès des assurances. Voilà. Bon, il y en a beaucoup des actions. Ce soir, on a du travail pour au moins 2 ans. Il faut qu'aujourd'hui, que le Covid nous serve de leçon pour nous dire que plus nous allons nous associer pour réfléchir ensemble, pour prendre des décisions ensemble, on avancera. Donc je ne peux que féliciter cette association et nous serons à leur côté comme nous l'avons fait. Vous avez vu tout ce qui s'est passé à Marie-Galante. À la période des sargasses, nous avons dû rencontrer chaque restaurateur pour pouvoir monter un dossier, les accompagner. Aujourd'hui, avec cette association. Voilà, les restaurateurs sont organisés. Le secteur de l'événementiel de la communication est organisé.
On a vu aussi le secteur des gîtes s'organiser. Reste simplement les musiciens qui tentent encore organiser les autres. Les musiciens, la question reste poussée. On parle de musique et bien on va tout de suite donner la parole à Martine Fazer pour son CSM. Oui, tout de suite, générique, c'est parti avec Martine. Le soleil levé le matin à dans le ciel là, que tous les oiseaux ont guetté parce qu'ils ont content. Moi quand m'était comme un prier la divinité. Voilà Martine, bonjour. Eh bien, bonjour Danick, ravi de te retrouver aussi, ravi de retrouver les auditeurs, les téléspectateurs, Zeb qui est à la technique aujourd'hui. Oui, c'est un retour que j'attendais avec impatience aussi, mais quand vous voulez faire, il faut nous respecter la réglementation en vigueur. La septaine. J'étais en septaine. Ça va trop raide, en septaine. Non, c'est pas difficile. Ce qui est parfois peut-être difficile, c'est, en tout cas dans mon cas, parfois les dissonances qu'il y a entre ce qu'on te dit de faire et ce qui est réellement fait. Et il y a aussi des dissonances entre les mêmes acteurs, donc de la plateforme Covid de Guadeloupe, qui nous renseigne, où j'ai eu des sons de cloche totalement différents. Sur septaine, quatorzaine, cas où qu'a fait, un test, 2 tests, enfin... Ouais. Je pense qu'il faudrait une petite harmonisation pour ça. Et puis ce qui m'a paru aussi difficile, tu peux partir, bien sûr, tu peux revenir, heureusement. Mais par contre, c'est pas vraiment bien organisé non plus. J'ai fait 2 heures de queue au soleil. Au niveau de l'aéroport, on n'avait même pas de chapiteaux. J'ai vu qu'entre-temps, au bout de 15 jours, ils ont mis des chapiteaux pour protéger un peu, mais c'était vraiment très désagréable puisqu'il fallait mettre le masque dès l'arrivée. Et tu avais 2 heures entre côté un peu vers... l'aéroport régional jusqu'à l'endroit où habituellement se trouve Air France. Donc on est dehors, on fait la queue, on est sous le soleil, il est 16 heures, avec un masque, je te dis pas. Ouais. Donc je vais faire une petite boutade, mais comme tu es avec toi-même sous le masque, si haleine n'est pas agréable, vous-même, vous pouvez tout faire. Bon, heureusement, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais c'est là où tu te rends compte qu'il faut faire des précautions pour toi, parce que le masque, quand même, c'est minimum. Ne masque rien. Il ne masque rien. Ne masque rien. Près de 14 heures avec un masque, plus de 14 heures, c'est pénible. Donc je plains les gens qui, dans leur quotidien professionnel, sont obligés de le porter tout le temps. C'est vraiment difficile. Mais il faut s'y plier parce que c'est pour notre protection personnelle, pour chacun, mais aussi pour les autres. Donc voilà, cette expérience, ça nous permet de savoir que voilà, ça existe. Il faut le faire parce que c'est pour nous-mêmes aussi. Alors en fait, c'est pour ça, mais je suis là, ça y est, et donc ravie de te retrouver, ravie de retrouver tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai bien sûr quelques petits éléments à vous transmettre, et puis tu auras remarqué, Dani, que ça y est, ça monte un peu en charge, même si c'est timidement. Ça reprend. Voilà, on sent qu'il y a quand même une volonté, une envie, tout le monde est en train de piaffer, là, donc la culture reprend un peu sa place. La communication essaie aussi, il y a des événements qui se montent, donc encore des choses quand même qui sont très virtuelles pour certaines. Je reviendrai dessus tout à l'heure, par exemple, pour le Festival du Gros Cas, qui a commencé aujourd'hui, je crois, nous sommes le 8 juillet. Donc, c'est le Festival Gros Cas d'un autre genre. Ce sont des événements d'un nouveau genre. On se réinvente, je l'ai dit l'autre fois, tout le monde le dit, on se réinvente, on essaye de trouver de nouvelles techniques, de nouvelles manières de faire, et surtout de respecter toujours ces gestes barrières, ce qui est parfois un peu compliqué. Mais on a eu les autorisations pour redémarrer des festivals, des événements qui sont jusqu'à 5000 personnes, même si c'est complexe, parfois ça peut être possible. Certaines salles ont commencé à faire des concerts là où j'étais, donc sur l'Hexagone, mais en prenant des précautions drastiques. Et parfois des concerts se sont tenus sans public. Il y a même ceux qui ont eu l'originalité de faire un grand concert dans une salle parisienne très connue. La fête de la musique a eu quand même Alors la fête de la musique a eu lieu, mais avec des débordements et des exagérations, on le sait. Donc la sirène est tirée à nouveau en disant faisons attention parce que tout n'est pas derrière nous. Et quand on regarde autour de soi, on voit bien que partout, ça reflambe à nouveau autour de nous. Les États-Unis, n'en parlons pas. Toute l'Amérique du Sud. L'Inde, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, tout ça. Pour l'instant, c'est calmé. Voilà. Et dans le nord de la France, il y a encore des clusters. Il y a encore quelques clusters. Mais voilà, donc il faut qu'on soit prudent parce qu'on s'attend quand même à des retours de bâton qui peuvent être un petit peu difficiles. Arrêtons de parler de choses qui sont notre réalité, mais qui sont un petit peu, on va dire,
stressante. Donc, allez, on va partir sur de bonnes vibes. Je vais vous parler donc de cinéma, je vais vous parler de vacances apprenantes pour les enfants dans ce sommaire et je vais vous parler bien sûr d'actualité culturelle, ce que je viens de commencer à faire. Et puis pour la fin, j'aurai une petite touche agréable et une petite surprise. Éphéméride, on est le 190e jour de l'année. Il nous reste 167 jours avant les fêtes de fin d'année, du mois de décembre, en espérant que nous puissions les faire comme nous avons l'habitude de faire. Et nous sommes à la 28e semaine. Moi, j'aurais tendance à dire que je n'ai pas vu passer ce début d'année jusqu'à aujourd'hui. Ah ben, après 3 mois de fermeture, on a oublié finalement. On est parti en février, ben, nous on jambé. Nous on jambé à 6 juin, juillet, pratiquement avant. Les 3 mois qui peuvent exister. Voilà, donc touchons du bois. Donc on fête les Thibaut. Donc si vous avez un Thibaut autour de vous, c'est le moment de lui offrir des fleurs, pourquoi pas. En tout cas, de lui faire, comme on ne peut pas faire en bel beau, et ben, baillon cadeau, ça zot vlé, ou crier simplement pour dire bonne fête Thibaut. Ouais, Thibaut, tiens, ça va bien ensemble. Et puis, c'est un nom qui est d'origine germanique. C'était Teuda, peuple, ça veut dire peuple et ça veut dire audacieux. Donc, les Thibauts sont audacieux et voilà. On continue. J'avais prévu de vous parler d'architecture et de bande dessinée. Oui. Avec donc BD-Île. C'est demain. C'est demain, mais comme je crois que tu as reçu... Donc, je ne vais pas en reparler. C'était un petit clin d'œil simplement que je voulais faire pour dire effectivement que cela aura lieu ce jeudi 9 juillet à 18h30, la soirée Dom-Tom 06 Architecture et bande dessinée. Donc, on vous en a parlé tout à l'heure avec Caribule, PLB Édition, Ciné Roulé, Guadeloupe. Donc, on passe rapidement, puisque vous savez tout déjà, et je vais arriver sur du patrimoine. Le patrimoine du moule, et je veux parler donc de la maison Zévalos. Tu connais cette maison Zévalos? Oui, quand même. On disait même qu'elle était hantée, cette maison. On l'a longtemps dit. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais écoute, je ne saurais te dire parce que je n'ai jamais été confrontée à des situations paranormales en visitant la maison Zévalos, mais quand j'étais plus jeune, c'était... toujours ce qui circulait, et il se disait que c'était les esclaves qui avaient été jetés dans cette grande cheminée qui revenait hanter la maison. Et ce qui donnait crédit à cette histoire, c'est que tous les propriétaires avaient quitté de manière toujours un petit peu étrange la propriété, l'avaient revendue. Elle ne restait pas longtemps entre différentes mains. Absolument. Donc on se disait qu'il se passe vraiment quelque chose. Voilà, Nyon Bitin qui pas la même. En tout cas, la maison Zévalos au Moule, elle a été retenue comme site emblématique pour la mission de sauvegarde du patrimoine. Donc c'est une belle chose. Troisième édition de cette mission de sauvegarde du patrimoine en péril, qui a été confiée, il faut le savoir, par le président de la République à Stéphane Bern, et qui a inscrit cette maison sur les 18 sites emblématiques de région de l'Hexagone et de l'Outre-mer, dont cette maison de l'habitation Zévalos. Il est belle quand même. Hein. Et tu sais qu'il y a sa petite sœur qui est où? Au musée, comment ça s'appelle? Le musée Saint-Jean-de-Perse. Exactement. Une histoire que je vous conterai aussi, parce que c'est une belle histoire, cette histoire de la maison Zévalos et de son semblable qui est Saint-Jean-de-Perse, construite avec la même architecture, à la même période où a été construite la Tour Eiffel, puisque c'était Eiffel qui a fourni les ferrailles, toute la ferraille qui entoure cette maison. Alors donc, Zévalos au Moule, sa célèbre maison hantée, donc nous en parlions pour expliquer le choix de cette mission pour la sauvegarde et qui représente donc évidemment un choix. Elle repose sur le choix de soutenir donc tout ce qui est projet de développement économique et culturel dans le Nord Grande-Terre. Donc c'est porté par la région également, la communauté d'agglomération, la rivière Adieu-le-Vent et bien sûr la ville du Moule. Donc ce projet prévoit la réhabilitation du lieu, bien sûr, mais c'est aussi un chantier vivant qui va revaloriser un certain nombre de savoir-faire que nous avions pour toutes ces constructions telles que tailleurs de pierre, forgerons, etc. Ce chantier va être ouvert au public et à différents publics, tel le public de réinsertion professionnelle. C'est vraiment un projet culturel dans toute sa dimension de travail et scénographique, et qui va accueillir, on l'espère, donc un large public, aussi bien touristique que la population locale. Donc il y aura un spectacle de son et lumière qui seront mis ensuite en avant, du mapping, donc c'est lorsqu'il y a des images qui sont projetées sur les murs. Voilà, des tas de choses vont être mises en place autour de ce projet, donc on va suivre sa progression, bien évidemment, parce que c'est un chantier à la fois particulièrement difficile, mais qui demeure une urgence pour ne pas que la maison s'écroule. Donc on va suivre ça de près et je vous donnerai des nouvelles de temps à autre de l'avancée de ce chantier.
On va parler aussi littérature, c'est le moment où jamais, on est resté enfermé longtemps, on s'est replongé dans la littérature, tout le monde a lu sans doute un peu plus, ou a usé ses doigts sur un peu plus de tablettes, mais je veux vous parler de littérature, et là c'est la Ville des Abîmes, qui avec son service culturel nous propose donc un café littéraire qui est consacré à l'ouvrage d'Emmanuel Méry, Corinus, intitulé Juge et poète. Donc c'est un recueil de fables et de poésie. Cela va se tenir, ce café littéraire, le 13 juillet prochain, à 19h, au fameux Palais de la Culture Félix Proto, qui se trouve aux Abîmes. Un numéro de téléphone, si vous voulez en savoir plus, c'est le 05 90 47 27 22. Je reste toujours dans la littérature, mais cette fois-ci, nous ne caille pas les créoles, puisque c'est notre ami Bitako qui nous propose de revenir. Alors, c'est trop tôt, c'est pas cette image. Notre ami Bitako, qui est resté, on va dire, lui aussi confiné. Eh bien, il revient, il est content de revenir et de nous informer de la parution de son nouveau roman, de conte au cours de la semaine du 6 juillet. C'est en ce moment qu'il est en train de faire toute sa promotion. Et ce conte s'intitule Zetren Atchaku. Ouais. Ça va nous entraîner dans un univers infernal, devinez lequel, celui de la tablette. Et donc, il s'agit d'un premier opus sur une série qu'il va faire sur ce thème-là. Donc, dans la littérature jeunesse, ça sera en format de poche, donc pour des enfants de 9 à 15 ans et qui sont scolarisés, etc., etc. Donc, il va nous emmener dans ce parcours. Il va proposer un certain nombre de rendez-vous avec des signatures, des dédicaces, des ateliers, des publications, également des reprises, des activités culturelles qui vont être faites autour de la promotion de cet ouvrage. Par exemple, le Lamentin, 2 séances de contes le samedi 11 juillet à la salle des fêtes de la ville en matinée. Il ira aussi, donc je crois, le samedi 18 juillet, il sera à la boutique Locavor, Attitude à Bergevin. Voilà, il y aura toute une programmation. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il faut appeler Monsieur Bitako au 06 90 54 89 44. M. Bitako, c'est Dian. Hein, c'est pas Jean, hein, c'est Dian. Jean Bitako. 06 90 38 16 25. Ça, c'est un autre numéro puisque je vous ai donné celui de Locavor tout à l'heure. Allez, on continue avec la jeunesse parce qu'il s'agit bien d'eux en ce moment. On a parlé de Bach, une réussite exceptionnelle en Guadeloupe, n'est-ce pas? Et ailleurs dans la France. 93. Les chiffres ne me sont pas tout à fait, j'étais près de 95, mais c'est bien. C'est incroyable, donc, comme quoi que la notation continue fait des merveilles. Hein? Donc, en tout cas, qu'est-ce qui vous est proposé pour nos petits? Des cours de soutien scolaire, mais surtout des vacances apprenantes. Alors, j'ai 2 formules de vacances apprenantes à vous proposer. Il y a une première qui est proposée par la ville du Lamentin, mais il y a celle qui est actuellement à l'écran, formule apprenante Lesson and Fun pour les kids, apprendre en s'amusant. C'est à partir du 13 juillet pour les dès 6 ans, donc avec des programmes de week-end art créatif, défis de jeu, focus science, focus recyclage, des suivis pédagogiques qui sont bien sûr assurés par des professeurs anglophones et des matières générales seront visitées. Alors bien sûr, le coût de cette journée pour vos bambins a un coût, 92 € la journée, mais à l'intérieur de ça, vous avez toutes ces activités de 8h15 à 17h15 et vous avez aussi des cours d'ateliers scolaires, vous avez des jeux, des animations, un déjeuner sur place, dessert, goûter, boisson. Tout ça est compris dedans. Vous avez bien sûr la possibilité de prendre pour une journée ou pour toute la semaine. Donc, 92 € les 5 jours, du lundi au vendredi, 460 € la semaine. Mais vous pouvez donc appeler pour organiser c'est le son fun, c'est apprendre en s'amusant à la carte en contactant le 06 90 48 77 76. C'est dans un espace d'accueil en plein air du côté de Bémao, donc un très très beau lieu qui va accueillir vos bambins. Il y a donc, ça c'est pour les plus petits, mais il y a aussi pour les plus grands, bien évidemment, des propositions aussi qui sont faites. Donc c'est Lesson and Fun et ça c'est pour les ados jusqu'à 17 ans. C'est à partir du 13 juillet, des programmes en anglais, des défis
défis-jeux aussi, sur week-end ou à la journée. Donc là aussi, le tarif est de 92 €. Le suivi pédagogique est toujours assuré par des professeurs qui sont anglophones et des matières générales qui sont proposées. Donc là aussi, la formule journée ou semaine avec un numéro de téléphone, toujours le même, 06 90 48 77 67. Je vous mettrai tout cela sur ma page Facebook pour que vous puissiez donc vous connecter et avoir tous les renseignements pour occuper vos bambins et vos ados pendant ces vacances. Et donc, je vous disais que la ville des Abîmes le propose aussi du 6 au 13 juillet avec une équipe de professionnels qui propose d'accueillir les enfants au Palais culturel Félix Proto et au Centre culturel Emmanuel Albon, qui va leur permettre de rattraper les lacunes pédagogiques éventuellement laissées pendant le confinement. Donc, renseignez-vous auprès de la ville des Abîmes pour pouvoir obtenir donc les informations précises. On a le temps d'un petit coup d'œil sur Marie-Galante, on parle vraiment de musique. Tout petit, hein? Tout Il petit. est exactement 13h59. Chez Henri, le 11 juillet, Zépis, Brésil, Caraïbes, Cap-Vert vont vous proposer une formation musicale avec violon, Laura Mariol, Sylvain Joseph, Olivier Hurstel, Sébastien Guyavert, ces épices. C'est un voyage de musique avec plein de musiques différentes. À partir de 20h, l'entrée c'est 10 €. C'est chez Henri. C'est pour ceux qui seront du côté de Marie-Galante. Alors, pas hésiter. Et puis, je vous disais, le Festival du Gros Cas du 8 au 14 juillet, eh bien, il est sur Internet. Il est différent cette année, mais ils ont tenu à être là avec l'aide de l'association Guadeloupe Patrimoine, Yola, alors Bayofos, Connect les autres. Ça commence demain, le 8. Vous pouvez aller sur la page Facebook, il y a toutes les informations. Connectez-vous. Ils ont besoin de dons, je crois, à partir de 5 €. On peut les aider pour pouvoir continuer à faire vivre ce patrimoine qu'est le Gros Cas et le Festival du Gros Cas en Guadeloupe, du 8 au 14 juillet, avec plein de groupes qui vont passer. Vous aurez tout le programme en détail. Je vous le disais sur leur site internet. N'hésitez pas à y aller. Festival Gros Cas, année 2020. Une nouvelle, comment on appelle ça, une nouvelle manière de faire le Gros Cas, mais ils sont toujours bien là. Voilà, j'avais encore plein de choses à vous dire, mais ça sera pour la prochaine fois. Hein. Cinéma. Oui. Allez, je termine par ça parce que je veux juste dire le nom. Tout simplement Noir. Hein. C'est un film qui sort demain sur les écrans, fait par un Noir, avec une pléiade de personnalités connues dedans, dont Lilian Thuram, dont Fabrice Eboué, dont Fari. C'est un film de Jean-Pascal Zadi. Il devait sortir le 15 avril. Donc, il n'a pas pu à cause du Covid. Il sort le 8 juillet. Mais ça tombe vraiment à propos avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est toute la vie donc, du noir. Et un noir, c'est un noir. Un noir n'est pas un black. Appelons un noir, appelons un chat, un chat. Et ce film va déjanter. J'ai vu quelques bandes annonces. J'espère pouvoir vous en parler la prochaine fois. Merci Martine. Il est exactement 14h. Je rappelle simplement que nous avons reçu, comme chaque jour, désormais, un nouveau maire. Aujourd'hui, c'était Jean-Philippe Courtois, le maire de Cap-Esser, qui nous a brossé un peu le programme de ses activités pour les mois et années à venir. Ensuite, nous sommes allés en Haïti avec Lovely Nouma, parce que depuis hier, des gangs haïtiens ont formé une fédération qu'on appelle le G9 et souhaitent être reconnus officiellement par le gouvernement, qui n'a rien dit sur la question. Thierry Petit-Lebrun, éditeur de bande dessinée, veut nous parler de la journée qui se fera demain. En fait, c'est une soirée à partir de 18h30. Martine en a parlé à l'occasion de la journée de l'architecture avec la maison de l'architecture et surtout un dessinateur qui s'appelle Michael qui sera en direct dans cette manifestation qui se fait à Ewag, à Jarry. Et puis, bien sûr, Martine Fazer pour la culture selon Martine. Mais avant, nous avons parlé aussi du départ de Philippe Gustin, le gouverneur, qui s'en va à d'autres fonctions. Il sera nommé directeur de cabinet au ministre des dernières colonies. Ensuite, nous avons parlé de l'UHTR et de menaces de grève qui pèsent sur un secteur déjà branlant, l'hôtellerie. Et nous avons terminé avec la réunion des restaurateurs. Je vous donne rendez-vous donc demain en VIP. Demain, c'est pas demain le VIP, c'est vendredi. Donc demain, nous sommes avec un nouveau maire, assurément, le maire de Vieux-Habitants, Jules Otto, qui sera notre invité en direct ici. La réalisation était assurée par notre ami Z comme Zébris. Martine, à bientôt. 15 juillet. 15 juillet, Mackey. Qu'on va dire en anglais, save the date le 15 juillet. Salut, bye bye, à demain.